Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire, au troisième webinaire des Ecos Concept. Est-ce que l'un des participants peut me dire si vous m'entendez bien, si le micro fonctionne? Parce que je préfère vérifier avant d'aller plus loin. Merci Emilien, tout est OK. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ce webinaire aujourd'hui est la suite des deux précédents. Donc, dans le premier webinaire, j'ai abordé comment renforcer les managers, les formateurs et les concepteurs. Dans le deuxième webinaire, merci à tous de me dire bonjour. Dans le deuxième webinaire, j'ai abordé la gamification pédagogique. Et là, il y a un point que je voulais aborder depuis longtemps. Ce sont les relais dans le cadre d'une entreprise apprenante. Le terme est à la mode, il existe depuis un certain temps. Et je vais aborder avec vous des retours d'expérience, ce que j'ai identifié, en intervenant depuis des années pour un grand nombre d'organisations. Le principe étant, pendant à peu près une demi-heure, de vous présenter des éléments, mais je regarderai régulièrement dans Livestorm, vous avez un endroit dans lequel chatter, donc n'hésitez pas à poser des questions. D'ailleurs, je vais vous faire réagir à plusieurs moments. Donc pendant à peu près une demi-heure, je vais présenter des éléments, mais ça peut être plus court. Et puis ensuite, je vous proposerai qu'on ait un moment d'échange. Le point important, c'est que ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est plutôt un constat en partant des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et par rapport à ces trains qui n'arrivent pas à l'heure, comment faire pour faire en sorte que ça fonctionne. Quand on regarde donc le principe d'entreprise apprenante, alors bonjour Laurent, je vois arriver Laurent, donc je vais faire très attention à ce que je dis, car je vais en parler après. Laurent a écrit un excellent livre sur l'entreprise apprenante. Et donc, quand on parle de l'entreprise apprenante, c'est une organisation qui sait apprendre plus, mieux et plus rapidement que les autres. Donc, ma présentation va être en 6 grandes parties. La première rapide, qui était Ecos Concept. La deuxième partie, de quoi parle-t-on? Ensuite, très rapidement, les relais. À quel moment? Le constat que j'ai fait de la réalité des actions des relais, ce qu'il est important de faire en amont pour que cela fonctionne, et puis des idées, des solutions, des pistes, des exemples de réalisation, parce que c'est bien plus parlant que toute la théorie. Et donc, pour présenter un peu Ecos Concept, donc j'ai créé Ecos Concept en 1991, et oui, ça fait quelques années. Et notre métier, c'est d'être cabinet conseil en formation. On fait beaucoup d'accompagnement de formateurs, de concepteurs. Et puis, j'ai mis en jaune tout ce qui concerne le sujet que l'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup de managers et de relais. Et c'est à ce moment-là, ça nous permet de voir ce qu'il aurait proposé, ce qu'il aurait fourni, comment ils sont accompagnés. Et dans certains cas, beaucoup de choses sont proposées. Et dans d'autres, on va dire qu'ils se débrouillent. En haut, nous animons à gauche beaucoup de formations, d'ateliers, de séminaires sur le changement, les projets, le management. Et c'est là aussi où on parle beaucoup de relais. En haut à droite, la conception pédagogique. Je vous donnerai certains exemples qu'on a réalisés parce qu'on est maintenant de plus en plus sollicité pour justement équiper les relais en activités, en modules, en scénarios. Et puis, en bas à gauche, on intervient dans le digital learning, dans le blended. Et par exemple, j'ai co-construit avec Youno 3 SPOC. Donc, c'est la version du MOOC avec un formateur, un expert qui vous suit. Et dans 2 des 3, manager le changement et formation de formateurs, j'ai une grande partie des participants, des apprenants, qui ne sont pas des managers, qui sont des relais ou qui ne sont pas des formateurs, mais qui sont amenés à animer des séquences de formation, de l'accompagnement individuel. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est le fruit de ces échanges et de ce travail. Alors, je vous montre les clients avec qui nous travaillons depuis... Ah, j'aurais dû étendre mon téléphone. Je vous montre les clients avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, juste pour vous montrer que ce que je vais aborder, c'est une synthèse des éléments. Et pour certains de ces clients, j'ai pu constater qu'ils avaient mis en place beaucoup de choses. Et pour d'autres, on peut dire qu'on est vraiment à l'âge du démarrage. Alors maintenant, passons, après cette page de pub, passons au sujet de l'entreprise apprenante. Donc, quand on parle d'entreprise apprenante, il y a, alors je vous ai mis à droite 2 ouvrages que j'ai particulièrement appréciés. Un d'un auteur historique
qui est Peter Senge, qui s'appelle La cinquième discipline. Il y a d'autres ouvrages qui sont complémentaires. Et puis, il y a un excellent ouvrage qui s'appelle La nouvelle organisation apprenante par un certain Laurent Abar, qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à lui poser, profitez-en. Mais j'ai repris, je suis allé sur Wikipédia, qui est mon ami. Et finalement, quand on regarde, l'entreprise apprenante, c'est l'entreprise qui met en œuvre des choses pour rester en phase avec son écosystème et dans lequel les membres apprennent les uns des autres. Et puis en dessous, on peut illustrer 5 activités, donc la résolution de problèmes, l'expérimentation, tirer les leçons de l'expérience, apprendre des autres. Et moi, je vais me focaliser sur le 5e, qui est le transfert des connaissances, et dans lequel, si on va sur Wikipédia, il y a marqué « Il faut mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin une base qui rassemble les connaissances utiles ». Alors, je suis d'accord, mais en même temps, ce que je constate, c'est que ça ne suffit pas. Il y a un grand nombre d'organisations qui ont mis en place des bibliothèques de bonnes pratiques, des livres, des vidéos, des tutos, des ateliers, mais on voit qu'en dans la réalité, très souvent, ils ne sont pas utilisés. Les wikis sont une très bonne idée, mais il ne suffit pas de les mettre à disposition. Quand je suis amené à concevoir des modules de formation, très souvent, je vais chercher dans des bases d'informations des choses très intéressantes, mais je dois être celui qui, depuis 6 mois, est le seul à l'avoir consulté. Alors, donc, ce qui va être important, c'est bien évidemment de mettre ça à disposition, mais surtout de renforcer la capacité de transmission de ceux qui en ont besoin. Et qu'en plus, ça soit réussi pour qu'ils aient envie de continuer. Donc, je vais bien évidemment parler de capitalisation, de formalisation, mais à un moment donné, les relais vont être ceux qui vont permettre de transmettre, de faire diffuser et de rendre effectivement l'entreprise apprenante. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi, j'ai plutôt l'habitude du présentiel, des échanges, etc. Donc, je réagirai par rapport à ce que vous évoquez. Alors, je vais me servir, il y a un auteur très intéressant qui s'appelle Philippe Silberzan et avec Béatrice Rousset, ils ont écrit un livre très intéressant qui s'appelle La stratégie du modèle mental et ils reprennent 5 modèles que nous devons faire évoluer. Et il y a un modèle très intéressant qui est plutôt que de rêver à quelque chose d'irréaliste, on va plutôt démarrer avec ce qu'on a. Parce que très souvent, quand on a des ambitions d'entreprise apprenante, il y a beaucoup de choses qui sont lancées, mais finalement, si on regarde, ce qui existe déjà dans beaucoup d'organisations, ce sont des relais internes. Il y a des managers, des experts, des tuteurs, enfin, il y a un grand nombre de gens et qui, au quotidien, assurent la mise en application des formations, animent des ateliers, transmettent, etc. Et donc, c'est pourquoi, dans ce webinaire, je vais me focaliser sur comment partir des relais pour justement faire en sorte que se diffuse la culture, les principes, les modèles de l'entreprise apprenante. Alors justement, quand on parle des relais, de quoi parle-t-on? Je me suis rendu compte en communiquant sur LinkedIn que quand je parlais des relais, ça n'évoquait pas forcément grand-chose, mais moi derrière le mot relais, je mets un grand nombre de personnes. Ça peut être aussi bien des experts, des personnes expérimentées, alors qui peuvent être là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et qui ont des choses à partager. Ça peut être des seniors. Il y a maintenant beaucoup d'organisations qui se rendent compte que des gens vont partir en retraite et que des compétences, des expertises, des savoir-faire rares vont partir. Et vous avez après un grand nombre de personnes qu'on peut appeler des relais. Alors, vous-même qui suivez ce webinaire, est-ce que vous en voyez d'autres? Donc, je vous propose d'utiliser le chat pour me dire si vous voyez d'autres relais, d'autres personnes que l'on pourrait mettre dans ce cadre-là. Donc, je vous laisse quelques secondes. Par exemple, dans les équipes projets, quand un projet se déploie, très souvent, on mobilise des personnes pour diffuser la bonne parole, faire monter en compétences. Est-ce que vous voyez d'autres personnes? Il y en a sûrement. Hein. Je n'ai pas voulu être exhaustif. Les clients. Alors, Laurent dit les clients, oui, qui peuvent se transformer en ambassadeurs d'une marque, effectivement. On peut tout à fait animer des ateliers. Il y a tout un tas d'outils qui permettent d'apprendre des clients, d'avoir des retours, d'avoir des feedbacks. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, le design thinking, se mettre à la place du client, faire parler le client. Tous les innovation games qui sont des jeux structurés qui permettent effectivement de faire parler des clients par des modalités plus riches que le brainstorming classique.
Alors, voilà, donc on a effectivement un grand nombre de relais, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un grand nombre de situations. Quand on parle de relais, on peut avoir, alors Laurent précise les RH. Alors je fais des commentaires dans ce qu'il y a dans les commentaires, parce que ce qui est enregistré, c'est ce que je vous présente. Après, il faut se connecter pour voir les commentaires. Par contre, si vous regardez cette vidéo après sur YouTube, vous n'aurez pas forcément accès aux commentaires. Donc les RH aussi sont des excellents relais. Et quand on regarde les situations, moi, je les ai un peu séparées. Vous avez le grand classique qu'on appelle le coin de table, le micro-training, la formation terrain. C'est-à-dire ce qui va se faire en situation de travail. Ça peut être très informel, ça peut être le collègue expérimenté qui va prendre le collègue moins expérimenté et qui va le former en quelques minutes. Il y a très souvent aussi ces éléments lors de l'intégration, alors de stagiaires, d'alternants, d'intérim, et ce que j'ai constaté, c'est quand on est dans des entreprises qui ont un fort turnover avec beaucoup de recrutement, très souvent, il y a beaucoup de choses formalisées, mais plutôt sur les compétences de base, les compétences qu'on doit régulièrement réactualiser. Ça va être aussi intéressant de partager, de faire monter en compétences des relais sur des compétences internes rares. Alors, Marie précise qu'on a aussi les médias sociaux internes qui sont effectivement des très bons relais. Après, vous avez une troisième grande situation, c'est l'ambition de développer au sein d'une équipe la polyvalence, la polycompétence, de faire partager, de faire en sorte de ne pas avoir qu'un seul acteur capable de faire certaines choses, mais d'avoir, on peut dire, une multiplicité d'intervenants sur certains sujets. Vous avez ensuite un autre lot qui sont tous les projets, toutes les transformations, les nouveaux produits, les process, dans lesquels effectivement on va s'appuyer sur des relais. Et puis, ensuite, il y a plutôt un élément diffus, c'est l'efficacité collective, l'intelligence, le partage d'expériences, co-construire. Plus je vais avoir dans mes équipes ou dans les équipes des personnes qui sont habituées à animer, à partager et échanger, plus ça va amener à ce que ces éléments-là soient riches. Voilà. Donc ça, c'était pour préciser ce que j'entends par relais et ce que j'entends par situation. Alors maintenant, si on regarde la réalité, j'ai choisi un modèle que j'aime bien, qui est le 10-20-70. Alors, ce modèle, je l'adore et je le déteste. Alors, je l'adore parce qu'il montre bien que tout ne se fait pas en formation. Je le déteste parce que maintenant, certains ont l'impression qu'il n'y a plus besoin de la formation classique. Ce que j'ai constaté, c'est que oui, on apprend beaucoup par interaction avec ses collègues, avec ses homologues, avec ses clients. Mais vous avez deux types d'autres d'interactions avec des collègues. Vous avez le collègue qui finalement vous donne le bon conseil. T'as qu'à, tu devrais, ah ben moi je. Il n'a pas vraiment de recul sur sa pratique et ce qu'il vous dit, c'est pas vraiment intéressant. Et puis vous avez le collègue qui a suivi des formations. Alors quand je dis formation, c'est pas forcément une journée où j'écoute le formateur. C'est des formations dans lesquelles, avec des échanges avec d'autres apprenants ou avec le formateur, j'ai pu formaliser ma pratique, j'ai pu prendre du recul, ce qui fait qu'ensuite, quand je vais transmettre des éléments utiles. Ce qui va permettre après, ayant transmis des éléments utiles, que la personne dans la pratique comprenne et apprenne. Donc, oui, c'est bien le 10, 20, 70, mais je vais voir après, je vais aborder avec vous qu'un relais, il faut lui apprendre à apprendre. Alors, et tu le détestes un peu aussi parce qu'il n'est fondé que sur du déclaratif. Oui, alors ça a à peu près une vingtaine d'années. Je crois que c'était avec 300 managers à qui on a demandé comment vous apprenez. Donc c'est tout sauf scientifique. Les 10, 20, 70, ça peut être 20, 30. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ne se fait pas sur le terrain. Et on a tous, en tant que formateurs, en tout cas c'est mon cas, beaucoup d'apprenants qui ont de l'expérience. Et le rôle des formations classiques en salle, c'est pas forcément d'apprendre, mais c'est d'aider nos apprenants à prendre du recul sur leur pratique pour justement aller plus loin. Autre point que j'ai constaté, alors là j'ai fait une liste à la Prévert, voilà les problèmes que j'ai rencontrés dans différentes organisations. Alors je vous rassure, elles ne sont pas toutes dans les mêmes organisations, mais par exemple, dans beaucoup d'organisations, quand il y a un projet, on a droit à des copies d'écran et des slides. Et donc les relais, ils font du j'appuie sur les touches et je présente des photos. On a aussi beaucoup d'organisations qui croient encore qu'il suffit d'être compétent techniquement et d'avoir de l'expérience pour être un bon pédagogue. Alors ça arrive, mais c'est pas obligatoire. J'ai formé un grand nombre d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, des gens brillants, mais qui, quelquefois, ont quelques difficultés à être des vrais pédagogues, car ils ont du mal à s'adapter. Quelquefois, on reçoit aussi des modalités, des jeux, mais il n'y a pas d'accompagnement. Mais je crois qu'un point important, c'est que très souvent, il n'y a pas de temps dédié à ça. C'est-à-dire, on doit le faire en plus de son activité.
Et on a accompagné des relais où l'une des solutions, ça a été qu'effectivement, leur mission soit prise en compte dans leurs objectifs et qu'ils aient du temps pour le faire. Sinon, ils le font en plus. Alors, certains arrivent à le faire, mais la plupart arrêtent. Vous avez après encore beaucoup d'organisations dans lesquelles la formation, c'est montrer. On n'est pas formé. Si on est bon, c'est que ça suffit. Et puis, beaucoup de managers, et je jette la pierre à personne, qui étant eux-mêmes dans le flux, n'accompagnent pas, ne suivent pas, ne reconnaissent pas ce qui est fait, ce qui fait que les relais, au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas forcément de retour, ou alors on leur dit, écoute, tu prends du retard sur ton travail. Donc, voilà les principaux problèmes rencontrés. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Parce que moi, j'aime bien présenter les éléments, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, et ça ne veut pas dire que mon but n'a pas été d'être exhaustif. Est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres problèmes rencontrés ? Alors, Laurent écrit le collaborative overlord. Overload. C'est-à-dire trop de collaboratifs, c'est la manie du tout collaboratif. Ah oui, c'est devenu à la mode. On se met dans une salle, on manipule des post-it, on colle les post-it sur le mur. C'est génial, ça y est, les post-it sont collés, tout le monde a appris. Alors, manipuler des post-it, les post-it sont un super outil, mais c'est pas pour autant qu'on apprend. Alors, maintenant que j'ai dressé la carte du pire, maintenant, voilà quelques exemples de ce que j'ai rencontré et de ce qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'après tout, l'intérêt, c'est pas uniquement d'illustrer ce qui ne va pas, c'est aussi d'en retirer un certain nombre d'enseignements. Si on regarde, il y a des choses à faire en amont. Alors, Laurent précise, ou le fait que des gens collaborent beaucoup, du coup, consacrent moins de temps à leur travail. Alors, on est vraiment sur une répartition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis sollicité, si j'ai beaucoup de production à faire, si j'ai beaucoup de choses à faire, même si j'en ai envie, j'aurais du mal à le faire. Et si en plus, j'ai pas été formé ou accompagné pour le faire, je prends du temps pour former quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, je vois bien que ça marche pas, ça me fatigue, ça me saoule, lui, il n'y arrive pas, et très vite, je dis, c'est pas pour moi. Donc, ce qu'on va faire en amont, première chose à faire, alors je reviens sur, et si ça vous intéresse, allez et regardez les webinaires que j'ai enregistrés, déjà augmenter l'efficacité des actions de formation. Beaucoup de relais vont copier ce qu'ils vivent eux-mêmes dans les formations. Donc, si vous avez des formations avec des ateliers, de la pédagogie active, des échanges, des choses utiles, ils auront beaucoup plus de facilité à reproduire ce qu'ils auront vécu. Si les formations qui sont dans vos organisations sont plutôt des formations de présentation d'expertise, la probabilité qu'ils refassent les mêmes formations, c'est-à-dire qu'ils présentent aux autres, est assez grande. Donc, un premier point en amont, c'est effectivement de travailler avec les formateurs et les concepteurs, ou alors avec des relais qui sont amenés à former ou à concevoir pour améliorer leur pratique. Le deuxième point, ça va être effectivement dans les projets d'associer les acteurs projets. La plupart des acteurs projets se focalisent sur la solution technique et comment on va la présenter. Et en général, les relais se retrouvent avec des présentations à faire. Quand on arrive à s'associer aux acteurs projets et qu'on travaille sur comment réussir la transition des acteurs, en général, les relais se retrouvent avec des choses beaucoup plus agréables à animer et beaucoup plus efficaces. Alors, moi, ce que je constate, c'est que très souvent, il y a plutôt une méconnaissance qu'une véritable volonté de ne pas associer les relais dans la démarche. Mais très souvent, le projet est fini, on déploie et on refile au relais des trucs qui doivent animer sans les avoir associés. Et puis, il y a souvent un décalage entre le besoin terrain et ce qui a été créé. Le troisième point qui, pour moi, est fondamental, c'est d'embarquer le management au sens large. Alors, au niveau des directions, bien travailler sur ce qui est important pour réussir les changements et les transformations. Il y a aussi un autre point très important dans l'entreprise apprenante, c'est le principe du droit à l'essai et du droit à l'erreur. Alors, ça ne veut pas dire, si on est dans le nucléaire, que quand on forme quelqu'un, il va faire joujou dans l'installation nucléaire. C'est clair, il faut créer des situations dans lesquelles l'apprenant peut essayer, peut tester sans qu'il y ait d'enjeu. Mais s'il n'y a pas de droit à l'essai, s'il n'y a pas de droit à l'erreur, et s'il n'y a pas de retour d'expérience de ça a marché, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, tout ce qui sera fait après ne fonctionnera pas parce que les gens auront juste peur que si je fais quelque chose, ça se passe mal. Le deuxième point par rapport au cadre, à l'encadrement,
c'est que si on veut développer des compétences, si on veut mettre en place, ça demande du temps. Et puis le secret, c'est la consolidation. Si vous regardez ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, je présente un élément, ça a l'air super bien, et si je ne pratique pas, j'oublie. Donc ça ne sert à rien de faire des choses pendant une journée si après, il n'y a pas de suivi. Il vaut mieux faire 3 fois 1 heure qui permettent de mettre en œuvre que de se mobiliser pendant une demi-journée et traiter 22 sujets. Et enfin, le dernier point, au niveau de la proximité et du terrain, effectivement, les accompagner, les aider à animer des modalités pédagogiques variées. Alors, un grand nombre en sont capables, mais souvent ils n'ont pas de retour sur ce qu'ils font. Et plus on va diffuser ça auprès du management, plus ça va permettre effectivement qu'ils puissent accompagner d'autres relais ou qu'ils puissent eux-mêmes être des relais, soit auprès de leur équipe, soit auprès d'autres équipes. Donc ça, et ces 3 éléments sont clés parce qu'après, ce que l'on va faire avec les relais va vraiment être conditionné par rapport à ces 3 points. Puis on arrive après sur quelques exemples de parcours. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est plutôt que vous de faire un long discours sur ce qu'il faut faire par rapport au relais, plutôt de vous présenter des exemples de parcours. Alors, par exemple, il y a un grand classique, c'est ce qu'on appelle la personne expérimentée. Alors, la personne expérimentée, ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. On peut être là depuis 20 ans et avoir peu d'expérience utile à transférer. Mais quelqu'un qui est expérimenté, si vous regardez le schéma à droite, il est souvent dans ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est-à-dire, il fait sans forcément s'en rendre compte. Et il a tendance, quand il présente à quelqu'un d'autre, à présenter comme il fait, à la vitesse. Tiens, regarde, je vais te montrer. Et comme il le fait vite et bien, le risque, c'est que l'autre en face dise « Oh là là, qu'est-ce que tu le fais bien ?» Et puis ça finit par « Tu as des questions ? Ah non, non, c'est bon. » Alors, dans certains cas, ça fonctionne bien, mais très souvent, il y a une grande frustration. Et c'est important de les accompagner pour qu'ils voient que passer de faire à accompagner quelqu'un d'autre pour faire, ça peut être un vrai changement. Et je vous ai mis à gauche les grandes séquences qu'il est important de mobiliser. Alors, ça peut être des parcours digitaux, ça peut être des ateliers, ça peut être de la formation. Mais déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à transmettre ? Beaucoup de gens sont persuadés qu'il suffit de montrer. Ensuite, quels sont les éléments qui feront réussir ? Comment on apprend ? Très bien. Mais finalement, vous, de quoi vous avez besoin ? Quelles sont vos pratiques ? Qu'est-ce que vous faites ? Et vous avez besoin de transmettre quoi ? On ne va pas transmettre de la même manière à quelqu'un qui va rester quelques jours ou à un collègue expérimenté qui doit progresser. Et puis ensuite, quand on veut apprendre, quand on veut transmettre, comment le faire ? Et puis ensuite, comment vous allez adapter votre action ? Parce qu'on ne va pas former ou accompagner de la même manière un débutant ou quelqu'un qui connaît déjà bien. Et ensuite, on va passer sur, très bien, quand vous animez une séquence, comment faire que cette séquence soit utile ? Comment la suivre ? Comment la réactiver ? Souvent, ce qui frustre les relais, c'est qu'ils me disent, mais moi j'ai présenté, 1 mois après, ils ne font pas. Et quand je leur demande, mais vous avez fait une réactivation, vous êtes revenu sur le sujet ? Ils me disent, non, il n'y a pas besoin, c'était clair. Non, c'est souvent qu'on a oublié que le cerveau est câblé pour oublier, donc si on n'utilise pas, on va oublier, donc on va mettre en place des actions pour réactiver. Et puis au bout d'un moment, le piège de la personne expérimentée, c'est que voulant bien faire, elle peut rendre dépendant. Elle est tellement efficace, elle est tellement douée que les gens peuvent avoir peur de se lancer. Donc ça va être important, à un moment donné, d'autonomiser la personne qu'on accompagne. Alors, Marie dit sortir du comment et passer au pourquoi et pourquoi. Absolument, absolument. Pas uniquement le je vais te montrer. Et d'ailleurs, une bonne séquence terrain, c'est sensibiliser, c'est ce que j'ai mis sur le schéma. Voilà pourquoi pour toi c'est important que tu connaisses cette technique. Expliquer, mais expliquer, c'est pas forcément que expliquer. Ça peut être faire avec, ça peut être montrer, ça peut être je fais et tu fais. Et puis ensuite, pour vérifier que j'ai été clair, vas-y maintenant, pratique, fais-le. Et puis on débriefe, et puis c'est bon, on recommencera après, c'est pas bon, on réajuste jusqu'à ce que ça soit bon, ce qui permet que, ayant bien appris un élément, la personne puisse après progresser. Mais très souvent, ce que fait l'expert, et c'est un peu ce que je suis en train de faire, c'est de présenter plein d'éléments sans forcément s'arrêter. Là, je vous présente les sujets, il est clair que dans une formation, ça serait surtout pas ça. Voilà. Et il y a un grand nombre de personnes qu'il est important d'accompagner au quotidien parce que dans beaucoup d'organisations, l'entreprise apprenante, ça va être la capacité d'avoir en situation de travail des personnes capables de transférer. Alors, actuellement, on parle beaucoup de la FEST, la formation en situation de travail, et c'est effectivement très important, mais
le conseil quotidien, voilà, je vais t'apprendre un truc, tiens, il y a un sujet que je connais bien, je pense que c'est une énorme situation qui peut permettre de faire beaucoup de progrès. Si on monte d'un cran, on va avoir après les experts, les seniors, ceux qui ont des compétences critiques. C'est-à-dire que là, il y a besoin effectivement pas uniquement de faire de la formation sur le terrain dans des séquences courtes, mais de développer un parcours. Et donc, on va retrouver apprendre à transmettre, qu'on a vu précédemment, mais il va y avoir aussi un travail d'identifier ces compétences clés et savoir les formaliser. Quelqu'un d'expert peut avoir tendance, et moi je le vis souvent quand je fais de la conception pédagogique, l'expert, il arrive avec ses 500 slides. Il a mis tout ce qui était important. Et bien là, ce qui va être important, c'est de se dire, très bien, mais quelles sont les choses que vous devez transmettre et comment vous passez d'une connaissance énorme à quelque chose formalisé, pouvant être assimilable par quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, comment vous allez concevoir un parcours. Est-ce que c'est en une fois? Est-ce que c'est en plusieurs fois? Est-ce que c'est plusieurs étapes? Et puis ensuite, comment vous allez concevoir une séquence d'animation ou une capsule pédagogique. Ça peut être une vidéo, ça peut être un tuto, ça peut être un document, ça peut être un mode d'emploi, ça peut être ce que l'on veut. Puis ensuite, point très important qui souvent manque pour les experts, c'est adapter en fonction de l'autre. Il est débutant, mon parcours ne va pas être le même, on va peut-être démarrer par un autodiagnostic. Il est très expérimenté, il n'y a rien de pire que de réexpliquer à quelqu'un de très expérimenté ce qu'il sait déjà. Et puis ensuite, on va définir un parcours, et puis ce parcours, on va le suivre, et à certains moments, on va réajuster, on va bien sûr féliciter et souligner les progrès, et puis éventuellement mobiliser si ça prend du retard. Enfin, là, on est plus sur de l'accompagnement. Alors, je monte d'un troisième cran qui est, alors là, je vous montre un exemple d'un parcours qu'on a réalisé pour ce qu'on appelle des référents, des facilitateurs, autrement dit des personnes dont une partie de leur mission consiste à accompagner les autres. Alors, ce que je vous présente, c'est juste un exemple. Hein. Mais voilà, par exemple, on démarre, alors c'est 3 journées, séparées à peu près d'1 mois à chaque fois. Les journées en présentiel sont là pour échanger, partager, puis créer de l'émotion. Et ensuite, c'est complété par des modalités digitales, distancielles ou envoyées par mail. Dans la première séquence, la première journée, c'est vraiment, vous allez retrouver ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire comment développer compétences, pourquoi c'est important, quels sont leurs rôles, et puis comment on apprend en situation de travail, et puis comment faire des actions courtes qui vont permettre de former, puis aussi comment, quand un collègue vient avec une question, éviter de lui expliquer ce qu'il sait déjà. Et sur cette journée, souvent, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément cette habitude de comprendre la différence entre parler, présenter et transmettre. Puis ensuite, on détermine avec eux, à la fin de la journée, sur quoi vous allez mettre en œuvre d'ici à la prochaine fois. C'est suivi d'une classe virtuelle, d'un webinaire qui permet d'aller plus loin et de mini-capsules très simples qui permettent de réactiver, de travailler et d'aller plus loin. Dans la deuxième journée, on travaille plutôt sur accompagner dans le changement. Parce que soyons réalistes, quand on accompagne des personnes, tout le monde n'a pas forcément envie d'être accompagné. On peut accompagner des personnes qui sont demandeuses, qui sont dans l'engagement, comme des personnes qui sont dans le déni, moi j'en ai pas besoin, ou dans la résistance. Et c'est important de donner à ces référents quelques repères pour leur permettre de travailler ou d'agir différemment en fonction de ces réactions. Puis ensuite, là, on va commencer à aller un cran au-dessus. Comment vous allez concevoir un parcours ? Et puis, qu'est-ce qui est important au démarrage? C'est que il faut engager effectivement l'autre, que faut que chacun soit acteur, voire mettre dans la boucle un manager, etc. Puis ensuite, comment on va se positionner, position haute, position basse, comment on donne du feedback, comment on en reçoit, comment on aide l'autre à expliciter, c'est-à-dire il vous dit « Ah, j'ai fait un truc, c'était super ». Le piège de l'expert, c'est de dire « Bravo, félicitations ». Non, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné, comment tu as fait, comment tu comptes faire la prochaine fois, est-ce que tu comptes faire autrement? Le principe de l'explicitation. Et d'avoir du temps à ce moment-là pour les faire échanger, parce qu'il y a toujours des sujets qui sont apparus, et c'est important parce que ça permet de les rassurer, ça permet de les féliciter, ça permet de les engager. Ce qui permet de continuer après par d'autres actions pour aller plus loin. Et vous voyez, par exemple, on va faire un webinaire où là, on va commencer à présenter les différents types d'ateliers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a fait vivre précédemment tout ce qu'on va présenter. Ils auront vécu des ateliers, ils auront eu des classes virtuelles, ils auront regardé différentes capsules. Ce qui permet de finir par, maintenant, on va travailler sur, si vous voulez
créer un atelier de formation, 1 heure avec 2 personnes, une demi-journée avec 10 personnes. Si vous voulez animer une classe virtuelle, un Skype, un webinaire, si vous voulez produire une vidéo. Et ce qui sera intéressant, c'est que l'ayant vécu précédemment avec des choses qu'on a créées pour eux, ça leur permet beaucoup plus facilement de rentrer dans la démarche. Et c'est bien en démarrant par, on va démarrer avec ce que l'on a, que l'on va les embarquer. Alors, dernier point, et puis ensuite on va échanger. Je vous ai donné quelques cas clients pour illustrer des choses qu'on a rencontrées récemment. Donc volontairement, je n'ai pas mis les noms de ces clients-là. Et puis dans certains cas, j'ai un peu modifié, sinon vous pourriez risquer de les retrouver. Alors, on travaille pour une organisation qui est dans le domaine de la banque assurance. Ils lancent un nouveau produit et là, ils se sont dit, et d'ailleurs je trouve que c'est très intéressant, si on passe par les formateurs, ça va être très long. Le but, ça va être que les managers dans les agences animent des ateliers avec leurs équipes. Une première journée pour démarrer et puis ensuite 3 modules d'une demi-journée. Je les ai déjà accompagnés dans le passé et je sais qu'ils ont une pratique qui est assez hétérogène, sauf qu'ils ont déjà animé des ateliers que j'ai créés pour eux en 2017 et 2018. Donc là, le dispositif, c'est d'abord concevoir avec les experts internes des ateliers qui vont être animés par les managers, puis concevoir une journée de formation pour les managers dans laquelle ils vont s'approprier le dispositif, travailler sur comment accompagner les équipes et surtout être plus à l'aise pour après animer dans leurs agences ce que l'on a créé. Et puis ensuite, dernière étape, l'animation avec ces managers, de façon à ce qu'eux aussi se sentent capables de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cette organisation a bien identifié qu'en s'appuyant sur les relais au plus près du terrain, que ça allait augmenter l'efficacité de l'action. Les formateurs, eux, sont associés pour aider, co-animer, intervenir si besoin, pour renforcer la capacité des managers. Autre exemple, sur un site logistique, alors c'était très intéressant parce que c'était un site qui a beaucoup d'activités fluctuantes. Donc, alors, sur ce public, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées ? Alors, les principales difficultés que j'ai rencontrées, c'est que quand on est manager d'une équipe et qu'on va être à animer cette équipe dans des ateliers dans lesquels on n'a pas forcément l'habitude, certains, et c'est plus une question de perception que de réalité, certains peuvent avoir du mal à quitter ce rôle de manager qui manage à celui de manager qui accompagne. Et très clairement, ceux qui avaient déjà fait les ateliers et ceux qui ont l'habitude d'animer des activités avec leurs équipes n'ont pas de difficulté. Après, il y a des personnes qui ne se sentent pas capables alors qu'elles le sont. Et le point très important, et mon client connaît bien la situation, c'est que dans la création du dispositif, on a créé un dispositif très pratico-pratique. Ce n'est pas des ateliers pendant lesquels, pendant une demi-journée, on présente des slides. Ce sont des ateliers de pratique. Il y a un atelier, par exemple, sur gérer les objections clients. Il y a un atelier sur être à l'aise pour présenter tel élément à un client. Donc, on est vraiment sur du training. On n'est pas sur de la présentation théorique. Ils ont eu cette présentation théorique par des classes virtuelles, des e-learning, des vidéos. Là, on est bien sur de la pratique. Et parce qu'on est sur de la pratique, c'est beaucoup plus facile pour un manager. Alors, sur un site logistique, donc je reviens, c'était intéressant parce que j'ai été au départ missionné pour faire de la formation de tuteur. Et moi, je m'attendais à avoir des tuteurs, des personnes qui accompagnent, un alternant, une fois de temps en temps, ce qui était le cas dans cette organisation. Sauf que là, sur ce site logistique, j'ai découvert que les soi-disant tuteurs n'étaient pas des tuteurs. C'était les membres les plus expérimentés de l'équipe dont la mission consistait très régulièrement à former des intérimaires, des CDD et des nouveaux collègues. Sauf qu'ils avaient leur charge de travail et en plus, ils devaient faire cet accompagnement. Et en plus, comme ils n'avaient jamais été formés, c'était des gens très sympas, très opérationnels, qui étaient dans le mode « je te montre ». Alors, ça marchait plutôt bien, mais ça créait beaucoup de frustration. Donc, effectivement, je les ai formés aux fondamentaux de la transmission. J'ai travaillé ensuite avec eux sur comment concevoir, c'était plutôt comment formaliser et comment rendre un peu plus sympa ce qu'ils faisaient. Et puis surtout, en travaillant et en faisant remonter l'information auprès du management, de leur dédier du temps pour le faire. Et donc, à partir du moment où, effectivement, l'organisation a pris conscience qu'on ne formait pas comme ça,
qui avaient besoin, ils ont eu du temps, alors bien sûr jamais assez, mais ils ont eu du temps, j'ai pu les accompagner sur les premières interventions et ça a permis de les positionner vis-à-vis de leurs collègues. Ça a permis aussi, parce qu'ils ont formalisé leur pratique, de l'améliorer. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas vraiment utiles. Et je crois que c'est un des éléments importants quand on met en place la FEST dans une organisation, c'est que souvent on met à plat des choses qu'on fait au quotidien sans s'en rendre compte. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu bien sûr une formation, mais il y a eu aussi surtout le fait de prendre conscience du fait que ce rôle de relais ne se fait pas en plus. En tout cas, dans ce cas-là, c'était juste impossible. Alors ensuite, dernier point, je crois que c'est un dernier point. Alors là, j'ai pris 2 exemples. Je suis intervenu dans le cadre de la santé pour des gens qui vont dans les officines, dans les pharmacies, ou pour dans le domaine du luxe, des produits de beauté qui sont vendus par d'autres personnes. Hein, parce que quand vous avez un produit vendu en pharmacie, vous êtes revendu par les équipes du pharmacien. Et donc, vous devez assurer la montée en compétence des équipes, que ce soit dans un magasin qui vend des produits de beauté ou que ce soit dans une pharmacie. Et ce qu'avait constaté mes clients, c'était que quand les experts passaient, il y avait une courbe de motivation élevée après le passage, puisque c'est des gens expérimentés et sympas, mais il y avait une faible montée en compétences. Et quand j'ai accompagné dans les 2 univers, j'ai vu que c'était principalement de la démo. C'est-à-dire, ils faisaient de la démo, ils montraient les produits, puis comme ils étaient dynamiques, dans les jours qui suivaient, il y avait de la vente, mais il n'y avait pas de transfert. Donc, en travaillant avec les formateurs internes qui étaient vraiment spécialisés de produits et des représentants des experts terrain, parce que ça, c'est fondamental. J'ai travaillé 4 experts dans le domaine des officines et il y en avait 8 dans le domaine des produits de beauté. En travaillant avec eux et elles, on a pu concevoir des mini-ateliers. C'est-à-dire, vous animez en fin de journée pour 50 à 100 personnes que vous réunissez avec un petit cadeau. C'est pas pareil que si vous animez à l'heure du déjeuner ou à un moment donné avec 6 et 12 personnes. Et puis, si vous accompagnez des gens plus expérimentés, c'est différent. Et le fait de créer ce module et de mettre en main et de leur apprendre à transmettre a réellement permis à ces experts, 1, d'être moins fatigués, 2, que ça soit plus efficace et en plus qu'ils reprennent du plaisir à le faire. Donc voilà. Donc ça, c'était... Alors bon, après, il y avait un autre sujet, mais juste pour conclure, si je regarde, si on veut qu'une entreprise devienne apprenante, chaque acteur, chaque partie prenante doit faire un certain nombre de choses. Les directions doivent prendre conscience qu'il faut du temps, que c'est un sujet à valoriser, qu'il faut donner des moyens et qu'on n'apprend pas simplement en regardant des vidéos ou des slides. La formation doit fournir des formations efficaces et aussi des modalités qu'on peut déployer sur le terrain, pas des usines à gaz trop compliquées. Les managers doivent comprendre, mais ils le savent, mais en plus, de donner du temps, d'accompagner et d'être des relais du relais. Les relais doivent comprendre, alors beaucoup le font, mais beaucoup ont l'impression, moi je vois quand je démarre une formation avec des relais, ils se demandent mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Et finalement à la fin ils se rendent compte que je leur ai rien appris, je leur ai juste permis de formaliser et d'aller plus loin. Donc qu'ils soient formés, équipés et accompagnés. Alors, autre point très important, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, les apprenants, les bénéficiaires, dans la mesure du possible, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient disponibles, qu'ils sachent apprendre, et c'est pas si évident, et qu'ils soient prêts à apprendre. J'ai rencontré 2 populations qui sont très particulières, les bas niveaux de qualification, qui peuvent avoir peur d'apprendre, et en leur donnant des activités, des séquences utiles, ça change, mais il y a aussi les hauts niveaux, ceux qui ont fait des hauts parcours d'études et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Et eux aussi, il faut les aider. Et enfin, pour que ça réussisse, il faut être prêt à évoluer, à progresser, et puis, et ça c'est un piège très français, ne pas vouloir tout de suite être parfait. Voilà, donc ça, c'était le principe de ma présentation. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai présenté, vous avez des questions, des points sur lesquels vous souhaiteriez que l'on échange? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi et c'est volontaire? Moi, ça me plaît bien si on n'est pas d'accord avec moi, parce que c'est en confrontant nos idées qu'on va se rendre compte qu'on est d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez voir? Est-ce que je vous ai saoulé? Est-ce que je vous ai fatigué? Est-ce que c'était bien? Merci Emilien, c'est très clair. Parce que je n'ai pas votre retour. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez un point? Est-ce qu'il y a une chose qui a manqué? Marie dit très intéressant, merci. Alors, Laurent dit, tu as surtout parlé de session de transmission.
Quid de situations plus brèves, quelques minutes par-ci, par-là. Alors, alors c'est le moment où j'ai abordé les personnes expérimentées, ce que moi j'appelle le rythme ternaire, sensibiliser, expliquer, pratiquer. C'est-à-dire que le modèle de la formation est en train d'évoluer. On va avoir toujours les formations en salle, les ateliers dans lesquels on échange, on partage avec un formateur expérimenté sur le sujet, sur la dynamique d'animation, dont le but, dont les rôles vont être triples. Être clair du sujet pour apporter le juste nécessaire, animer, avoir des séquences qui font que ce n'est pas simplement de la présentation, il y a des activités, mais aussi s'adapter au groupe de façon à peut-être aider quelqu'un à formaliser, peut-être donner quelques éléments, peut-être donner un éclairage, peut-être rajouter quelque chose. Donc ça, c'est important. Il y a après tout ce qu'on peut avoir comme tuto, comme modalité digitale. Mais je crois que la vraie réussite, ce sera effectivement qu'au quotidien, tout le monde se sente à l'aise pour « Tiens, j'ai un nouveau qui vient d'arriver, je vais lui apprendre un truc ». Donc, quand je parle de session de transmission, Laurent, pour moi, une session, ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être on se réunit en tant qu'équipe et puis suite à quelque chose qu'on a réussi, je vais le partager. Moi, je le fais beaucoup dans la conduite du changement. Je fais ce qu'on appelle des retours d'expérience. Le changement a réussi. Alors, qu'est-ce qui a réussi? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il a réussi? Quels enseignements on peut en retirer? Et comment on pourrait transmettre ça à d'autres personnes pour qu'ils soient capables de le faire? Alors, Marie me dit, quid d'un apprenant qui aurait plusieurs référents? Avez-vous rencontré cette situation? Alors, oui, parce qu'il peut comparer. Alors, je prends le côté humoristique, il peut comparer. Vous pouvez maintenant, si vous êtes au sein de, comme beaucoup de personnes, vous avez un manager, vous travaillez dans une équipe, mais aussi vous travaillez en transversal avec d'autres équipes, vous pouvez être intégré dans des projets, et à ce moment-là, si vous travaillez dans un projet, on le fait très souvent, on fait beaucoup de formations au démarrage de projet pour donner aux collaborateurs qui vont être dans le projet les quelques repères qui vont leur permettre de réussir. Donc, si je suis collaborateur et que je participe à un projet, je peux avoir une mini-séquence qui va me donner les quelques bonnes pratiques qui vont être, par exemple, commence pas par réaliser si on n'a pas compris quel était le problème. Il vaut mieux le savoir au démarrage que le savoir après. Donc, c'est pas un problème à condition que les référents fassent bien le lien avec les managers. C'est-à-dire, il faut absolument pas squeezer le manager. Alors, Laurent me dit, et comment du coup tu arrives à faire comprendre l'importance de ces sessions courtes aux équipes? Eh bien, je les mets en situation de ce qu'on appellerait pédagogiquement le conflit cognitif. Bon, une fois que j'ai fait mon malin avec un terme technique, c'est quoi? La meilleure façon de prendre conscience d'un sujet, c'est de le vivre. C'est-à-dire que si je leur dis c'est important de faire des séquences courtes, il ne se passera rien. Si par contre, dans le cadre d'un atelier, je leur fais toucher du doigt que quel que soit le talent du transmetteur, au bout de 2, 3, 4 infos, il ne restera rien, ça leur permet de prendre conscience que il vaut mieux faire plusieurs séquences courtes et puis que ça fonctionne que d'en faire des très nombreuses. Mais pour donner un exemple, je fais beaucoup de formations à la conception pédagogique et pas forcément avec des concepteurs. J'étais récemment avec des experts qui avaient des slides et qui étaient plutôt bien faits. C'est juste que ces successions de slides, et il n'y avait pas de séquence de réactivation, d'utilisation de ce qu'on a vu, de pratique. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il valait mieux qu'ils enlèvent de la présentation de contenu, se focaliser sur ce qui était vraiment utile, et puis un peu de présentation, de la pratique, et puis d'autres activités, puis à un moment donné, ok, maintenant qu'on a vu 3-4 points, voilà une situation, et je vous donne 5 minutes pour le faire. Et c'est là où, et c'est important, moi je fais beaucoup de formations à la conduite du changement, on ne change pas parce qu'on nous le dit, on ne change pas parce qu'on trouve ça bien, on change parce qu'on se rend compte que la façon qu'on nous propose est plus efficace et plus utile que celle qu'on avait avant. Et quand on dit à un expert ou à un relais, vous allez être moins fatigué, ça va être plus sympa, vos apprenants vont être contents, et vous aurez ce sentiment à la fin que vous n'êtes pas lessivé parce qu'il a fallu tenir leur attention, je peux vous dire que ça parle. Alors, pour certains, c'est assez facile. Pour d'autres, ils comprennent ça intellectuellement. Mais je me souviens une fois, il y avait un apprenant formateur qui a démarré en disant « Je sais que je suis ennuyeux, je sais que je parle trop, mais toute ma vie, on m'a appris à faire ça, sauvez-moi ».
Alors, au bout de 2 jours d'accompagnement et de formation, il m'a dit « Vous m'avez sauvé, j'ai compris ». Alors après, je ne l'ai pas revu. Peut-être qu'il est revenu dans ses anciennes habitudes, mais le fait d'avoir pris conscience de ça, je pense que ça l'a fait évoluer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Agnès dit « Intéressant, Jérôme, merci, mais pourquoi pas la fesse pour les relais par les formateurs ?» Mais absolument, absolument. Absolument, la FEST est pour moi. Alors, j'ai assisté à plusieurs présentations, j'ai lu des ouvrages, et ce qui ressort, c'est que la FEST, c'est tout sauf nouveau. Alors, le texte de loi, lui, formalise le dispositif. Il montre bien qu'il faut des séquences de recul, d'explicitation, de transfert. Il suffit pas de montrer. Ce que je voulais juste illustrer dans ce webinaire, c'est que la FEST, c'est très très bien. Sauf qu'on peut démarrer par des mini-situations, par des mini-sujets, avant d'attendre que la FEST ne se répande dans les organisations. D'autant plus que ce que j'ai vu a priori, mais je n'ai pas tout vu, c'est qu'on, pour l'instant, la FEST est plutôt dédiée aux compétences vraiment spécifiques d'une organisation et plutôt pour les bas niveaux de qualification. Plutôt, hein, mais c'est ce que j'ai vu. Pour moi, c'est important, mais on doit aussi faire tout ce qu'on a vu pour autre chose que la FEST. Donc, oui, la FEST, formidable. Formidable, ça permet de mettre des mots, ça permet de relancer les relais. J'ai vécu au moment du passage à l'euro en 2002 le fait que toutes les organisations se sont rendues compte qu'il fallait s'appuyer sur des relais. C'est juste que aussi vite l'euro était passé que c'est redescendu. Donc, est-ce que j'ai répondu, Agnès? Mais oui, la FEST, formidable. Formidable. Hein, la formation en salle, la formation digitale et la formation en situation de travail avec les actions qui sont dans le cadre de la loi, mais pas que. Mais pas que. Bien, écoutez, il est 11h46. Alors, Émilien me dit vraiment top, peut-on revoir les webinaires précédents? Absolument. Donc, normalement, vous devez avoir accès en haut à droite de votre écran, vous devez avoir un petit symbole pour télécharger ma présentation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez ça? Yes, voilà. Donc, quand vous irez dans la page où j'ai mis les 2 vidéos, vous irez sur YouTube. Et alors, ce que je fais, c'est qu'après le webinaire, pendant quelques jours, une semaine, 10 jours, je le laisse ouvert à ceux qui s'inscrivent. Et puis ensuite, au bout d'une dizaine de jours, je le rends disponible sur YouTube de façon à ce que tout le monde en profite. Donc, absolument, vous pouvez revoir les webinaires précédents qui sont très complémentaires. Je vais lancer de prochains webinaires à la rentrée et je pense tourner autour du changement, du management, enfin continuer dans le domaine de la formation, mais aller de plus en plus dans des éléments spécifiques. Donc, on arrive au bout de ce webinaire. Alors, de 1 à 5, alors ça s'appelle le rôti, hein. De 1 à 5, 1 c'était nul, j'aurais mieux fait de pas venir, à 5, super, youpi, vous en êtes où? Dites-moi, à grand moment de roulement de tambour. Roulement de tambour. 6, merci Emilien, de 1 à 5. Excellent, excellent. Hein, donc, merci Emilien, parce que voilà, c'est intéressant parce qu'en plus de faire des webinaires m'oblige de formaliser ma pratique. Hein, donc là, je l'ai réalisé spécifiquement pour ce webinaire. 1 à 5, merci, super. Merci à tous. Laurent 1, ma faute. C'était nul de ma part de rater les précédents. Excellent, excellent. Très bien. Écoutez, merci à vous. Donc, vous allez recevoir très rapidement le lien pour le replay si vous voulez le revoir ou si vous voulez le montrer à quelqu'un d'autre, ce qui vous permet de le télécharger en avant-première. Et puis, dans une dizaine de jours, sur LinkedIn, je vais publier le lien vers YouTube où vous pourrez à ce moment-là le télécharger et le faire circuler si vous souhaitez. Donc, je vais maintenant vous souhaiter une bonne journée, de survivre malgré la canicule, vous souhaiter un bon été et je vais reprendre les webinaires à la rentrée. Donc, merci à tous, bonne journée, bonne entreprise apprenante, bonne formation, bon accompagnement et à suivre. Merci, au revoir.